Opération Aïe. Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Vous savez que votre corps est extraordinaire. Vous allez le découvrir avec nous. Nous allons repousser les limites de notre corps. Allez, c'est parti. Vous montrer comment sont soignées les blessures les plus étranges. C'est vraiment plus difficile. Découvrir les secrets des corps les plus incroyables. Et nous livrer à des expériences pour vous faire comprendre le fonctionnement de votre corps. Oh non! Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Aïe. Vous découvrirez le talent de cet homme. Je seconderai un ambulancier sur le terrain. Et je vous livrerai tous les secrets du sang. On dirait un smoothie sanglant. Mais d'abord, Le personnel médical est toujours prêt à affronter l'inattendu. Voyons comment il s'occupe de notre premier patient. à Manchester, Rhys, 13 ans, arrive aux urgences pédiatriques avec un visage bien amoché. Je me suis râpé le front, le nez et la lèvre supérieure. Tu peux répéter? Comment tu fais pour parler? C'est dur de sourire parce que mes lèvres sont gonflées et je peux pas les bouger. N'essaye pas de bouger, Rhys. Mais comment tu as pu en arriver là? Revenons sur les événements. Sympa, les ballons. Rhys fêtait l'anniversaire de son cousin au skatepark. Il était en train de faire des figures devant un public admiratif et il a décidé d'épater la galerie. C'est plutôt raide. Joli stade aussi. Pas de pression, Rhys. Il s'élance, mais la pente est si raide qu'il essaie de s'arrêter. Il serre les freins, trop fort, et part la tête la première par-dessus le guidon. Oh oh, adieu le vélo. Oui, il part en vol plané avant de retomber sur le visage. Aïe. Heureusement, Rhys portait un casque, et ses blessures sont plus spectaculaires que graves. Mais ça reste gênant. C'est dur de manger parce que ma langue est très enflée. Bon, tu peux oublier les burgers pendant quelques temps, on dirait. Rhys a été soigné juste après l'accident, mais il est de retour à l'hôpital pour vérifier ses blessures et savoir s'il aura besoin de soins. Et l'homme de la situation est le professeur Kevin McWade-Jones. On va d'abord enlever ses pansements, bien examiner ses plaies pour s'assurer qu'elles ne sont pas infectées, et décider ensuite des pansements qu'il faudra remettre, et si une opération est nécessaire tout de suite ou si ça peut attendre. Mais tout d'abord, l'infirmier Michael doit retirer les pansements. Je vais enlever tes pansements pour voir comment c'est dessous. D'accord? Même si ce n'est pas beau à voir, les gonflements font partie du processus de guérison. Quand vous vous blessez, des substances chimiques sont émises et font gonfler les vaisseaux sanguins. Cela permet au sang et aux cellules anti-infectieuses d'affluer vers la blessure. Mais certaines envahissent les tissus et entraînent un gonflement. C'est le cas des lèvres de Rhys. Alors, c'est comment sans les pansements? La blessure du front guérit bien, celle sur ton nez aussi, mais celle au-dessus de ta lèvre est plus profonde et il va falloir qu'on refasse le pansement. Tu vas devoir revenir à l'hôpital dans quelque temps et on prendra une décision à ce moment-là. Même si ce n'est plus la peine de mettre un pansement sur son nez et son front, Rhys en a besoin sur la lèvre et il reviendra dans 2 semaines quand le gonflement aura diminué pour voir si une opération est nécessaire. J'ai hâte que ça revienne comme avant, parce que je dois pouvoir manger à nouveau. On espère que tu pourras bientôt remanger de bons petits plats. Nous reviendrons plus tard pour voir l'évolution de sa lèvre. J'entends déjà son estomac gargouiller. Voici notre laboratoire où nous allons repousser les limites de notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Aïe, ça fait mal. N'essayez pas de faire ça chez vous. Cette fois, nous allons examiner notre sang. J'ai devant moi du sang. Ce n'est pas du sang humain, mais c'est quasiment la même chose. Et si vous n'aviez pas de sang, vous seriez mort. C'est parce que vos organes ont besoin d'un apport en sang continu pour pouvoir fonctionner. Donc si quelqu'un a un accident, la chose la plus importante à faire est d'arrêter tout saignement. Le sang n'est pas qu'un simple liquide. Il est en fait plein de globules rouges. Votre corps fabrique 2 millions de nouveaux globules rouges chaque seconde. Le rôle de ces globules rouges est très important.
Elles acheminent l'oxygène depuis les poumons jusque dans le reste du corps. Lorsque l'on inspire de l'air, il passe directement dans les poumons en passant par de petits sacs appelés alvéoles dont la fonction est le transfert de l'oxygène dans le sang. Quand il entre dans les poumons, le sang a cette couleur rouge foncé presque sombre. Mais quand il quitte les poumons, il change de couleur et devient rouge éclatant. Regardez les veines de ma main. Elles paraissent bleues car elles sont gorgées de sang de couleur foncée, qui n'a pas encore transité par mes poumons. Je peux vous montrer la direction du flux dans ces veines. Si je presse le sang hors de celle-ci, vous voyez, elle disparaît. Mais ensuite, vous pouvez voir qu'elle se remplit par ce côté. Il s'apprête maintenant à amener l'oxygène dans mes poumons où il changera de couleur. Oui, je peux faire exactement la même chose et on voit qu'elle se remplit tellement vite qu'on peut facilement imaginer, quand ils repartent, les globules rouges qui partent de là atteignent les poumons très vite. Pour vous montrer ce qui se passe quand le sang arrive dans les poumons, nous avons recours à un appareil ultramoderne. Nous allons utiliser ce mixeur. C'est mon mixeur. On va utiliser le mixeur de Chris. Vraiment? Pour fouetter de l'oxygène à l'intérieur de ce sang. Voyons ce qui va se passer. Ce sang commence à former des caillots. Il est grumeleux et épais, parce qu'il est en dehors du corps. Voici ce qui se passe dans le sang en cas de coupure. Il entre en réaction avec l'air pour former un caillot qui recolle la blessure et occasionne une croûte. Allez, mixons tout ça. En le faisant tourner très vite, le mixeur apporte de l'oxygène dans le sang. C'est ce qui se produit quand vous prenez une profonde inspiration. L'oxygène est placé directement dans votre sang. Et c'est ce qui lui donne une belle couleur rouge. On dirait un smoothie sanglant. Ça existe pas, les smoothies sanglants. On dirait un smoothie à la fraise. C'est quand même ton mixeur. Ouais, merci. Nous vous avons donc montré comment le sang passait du rouge foncé, lorsqu'il n'est pas chargé en oxygène, au rouge clair quand il est oxygéné. Et c'est ce qui se passe en permanence dans l'organisme. Toutes les nouvelles cellules sanguines récupèrent l'oxygène des poumons quand on respire pour l'acheminer dans les autres cellules du corps. Au Royaume-Uni, il y a des centaines d'équipes médicales prêtes à passer à l'action. Et elles doivent être sur les lieux d'une urgence en quelques minutes. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Chris de partir sur le terrain. Ce véhicule rapide d'intervention permet d'emmener un ambulancier sur les lieux d'une urgence en quelques minutes. En service avec moi, voici l'ambulancier Ben White. Et on vient de recevoir un appel. Nous sommes appelés pour une dame qui est tombée et s'est déboîtée l'épaule. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et de nerfs dans le bras. Si cet os sort de son articulation en haut du bras, ça peut endommager toutes ses structures. J'ai pris ma caméra pour vous emmener aussi proche que possible de l'action. Nous arrivons sur place en moins de 3 minutes et demie et nous trouvons Maxine par terre dans sa salle de bain. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais fini de prendre ma douche, j'ai fermé le robinet, je suis sortie de la douche et j'ai glissé. Vous avez mal tout le temps ou quand vous bougez? Tout le temps? Tout le temps? C'est ici? Dans toute l'épaule, en fait. Dans toute l'épaule. Ben est en train de l'ausculter pour savoir si c'est un bleu ou une fracture, ou bien si elle s'est déboîtée l'épaule, si l'os qui est en haut du bras est en fait sorti de l'articulation au bout de l'os de l'épaule et dans une mauvaise position. Si c'est le cas, elle devra aller à l'hôpital pour qu'on lui remette en place et qu'on lui donne des antalgiques. On va essayer de vous soulager. On va voir ce que ça donne avec du gaz et de l'air. Sinon, on vous donnera quelque chose de plus fort. Tenez ça et inspirez bien fort. Prenez de grandes bouffées. Le gaz et l'air servent d'anesthésiant pour soulager Maxine pendant que Ben surveille sa tension artérielle. Mais comme la douleur reste vive, Ben décide d'emmener Maxine à l'hôpital pour des examens approfondis. Dans le même temps, il lui administre un antalgique plus fort en injection. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça ne va pas seulement calmer la douleur de Max, ça va aussi aider les médecins de l'hôpital. Parce que calmer la douleur entraîne une réduction des spasmes dans l'épaule et ça facilite la tâche des docteurs pour traiter Maxine. On va pouvoir emmener Maxine dans l'ambulance où elle sera plus à l'aise. Direction l'hôpital pour lui faire passer une radio afin de savoir ce qu'elle a. Une fois sur place, l'équipe médicale veille à ce que Maxine bouge le moins possible pour arriver jusqu'à l'ambulance. Maxine est en route pour l'hôpital et comme Ben est arrivé très rapidement et lui a donné un bon antidouleur, cela permettra aux médecins de la soigner plus facilement.
Cette intervention est finie, mais une autre nous attend déjà. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Xand cherche le problème sur ses organes. Il fait la taille d'un melon. Nous vous montrerons un truc pour épater vos copains. Et j'irai au bloc opératoire pour une opération de l'œil. Et maintenant, je vais ouvrir la peau à la surface de l'œil. Saviez-vous que la clavicule est le dernier os à s'arrêter de grandir quand vous devenez adulte? Son nom signifie petite clé et elle arrête de croître vers l'âge de 25 ans. C'est extraordinaire, tout comme ce qui suit. Il est midi dans une rue ordinaire d'une ville ordinaire. Mais cette ville abrite un homme extraordinaire. Il s'appelle Neil. Pourrez-vous deviner son secret? Est-il le chanteur de yodel le plus grave d'Angleterre? Non. Observez-le. À côté d'autres personnes, c'est plus facile. Oui, Neil est l'homme le plus grand du Royaume-Uni. Il mesure 232,6 cm, soit 50 cm de plus que le Britannique moyen. Il chausse du 49 et il pèse 159 kg. Sa taille le rend très populaire. Regardez comme ces gens sont contents. Même l'agent de circulation veut être son ami. Plus besoin de rodateur pour Neil. Mon frère mesure 2,05 m. Ma sœur mesure 1,90 m. Et mon grand-père mesurait 2 mètres. C'est donc de famille. Eh, ces vitriers ne seraient pas contre un coup de main. Je suis naturellement grand. Le haut de cette vitrine n'a jamais été aussi propre et sans le moindre effort. Oh, attention à la tête. Neil est unique, mais quand on grandit, ce sont les os des jambes qui font vraiment la différence dans la taille d'un adulte. Ils croissent dans les deux sens et leur taille est inscrite dans votre ADN. C'est bien d'être différent. Et si vous en faites un avantage, vous pouvez décrocher la lune. Et Neil est bien plus près d'elle que nous. Ça, c'est extraordinaire. Xand, personne ne croira que tu es plus grand que Neil. Retournons aux urgences pour prendre des nouvelles de notre jeune patient. Direction les urgences, où Rhys, 13 ans, s'est présenté avec un visage bien amoché après un accident de vélo. Je me suis raflé le front, le nez et la lèvre supérieure. Il fêtait un anniversaire et faisait des figures à vélo dans un skatepark sur une pente vraiment très raide, qui lui a valu un vol plané par-dessus son guidon et un atterrissage sur le visage. Même si ça n'est pas aussi grave que ça en a l'air, Rhys a hâte que sa lèvre désenfle. C'est dur de manger parce que ma langue est très enflée. Et les médecins attendaient pour savoir si une opération de chirurgie plastique allait être nécessaire. 2 semaines plus tard, Rhys est de retour pour un nouvel examen. Et je suis assez content de voir que son visage a bien changé. Ça a beaucoup désenflé et je peux à nouveau manger tout ce que j'aime. Heureusement. J'avais peur que tes soucis durent plus longtemps. Bon, maintenant que nous sommes rassurés, le professeur Simon Carlet va vérifier si une opération s'impose ou non. Ok. Je trouve que la guérison se passe très bien. Les égratignures sur ton visage sont pratiquement guéries. Ce qui peut lui arriver de mieux, c'est que son corps remplisse sa mission et guérisse de lui-même. Première couche de protection du corps, la peau est conçue pour constamment se réparer d'elle-même. En permanence, de nouvelles cellules de la peau progressent depuis les couches inférieures vers l'épiderme en environ 1 mois. Mais comme les blessures de Rhys sont graves, sa guérison sera un peu plus longue. Sur le bas du visage, ça se passe bien aussi. Pour savoir à quoi ça ressemblera au final, il faudra attendre environ 6 mois. 6 mois, ça peut paraître long. Mais chaque cellule de la peau contient des pigments qui définissent la couleur de la peau. Ça prendra du temps avant que toutes les cellules de Rhys atteignent l'épiderme et que sa peau retrouve sa couleur normale. Rien qu'en regardant sur ton front, si tu regardes au milieu, tu vois que les pigments commencent déjà à revenir à la surface. Oui. Tu as dû constater qu'au début, c'était vraiment rose. Ouais. Et maintenant, on voit les premières traces de la pigmentation. Le médecin a dit que la guérison se passait bien et qu'on voyait ma peau commencer à retrouver sa couleur d'origine.
La guérison de Rhys se passe bien, et il n'aura peut-être pas besoin d'être opéré. Je sais qu'on a évoqué la chirurgie plastique, mais je pense que pour le moment, ça n'est pas nécessaire. Je suis surprise de voir que ça guérit aussi bien. Le corps humain est plutôt bien fait. Je suis contente de ne pas avoir à me faire opérer. Honnêtement, tu vas pouvoir remonter assez vite sur ton vélo. Tout va bien, Rhys. Mais vas-y doucement avec ton vélo. On va vous apprendre plein de tours incroyables. Vous voulez savoir comment raccourcir le bras de quelqu'un? Alors, Xand, je veux que tu joignes tes mains et que tu pousses tes bras aussi loin que tu peux devant toi, comme ça. C'est un tour génial, très bien. Maintenant, tu vas lever cette main et frotter aussi fort que tu le peux ton coude opposé. Ensuite, dites à votre ami pendant qu'il fait ça que vous allez utiliser vos pouvoirs magiques pour rétrécir son bras. Ouh, j'utilise mes pouvoirs magiques rétrécisseurs de bras. Ouh, pas trop de magie. Maintenant, tends les bras. T'as raccourci mon bras? Exactement. Alors, pour qu'il retrouve la même longueur, il te suffit de faire l'inverse. Cette main doit frotter l'autre bras. Plus de magie, et tends les bras. Ouais, c'est mieux. Tu veux réessayer? Non, je ne pourrai plus mettre mes mains dans les poches. Ne sois pas ridicule, Xand. Donc ce truc fonctionne, car en frottant le bras gauche, les muscles de l'épaule droite se contractent et rendent le bras droit apparemment plus court. Le bras gauche est relâché et complètement détendu et paraît donc plus long. Pour revenir à la normale, secouez les deux bras. Essayez pour voir si vous arrivez à bluffer vos copains. Nous allons maintenant nous séparer pour vous montrer deux lieux incroyables. Commençons ici à Manchester avec Chris. Grâce aux caméras qui m'accompagnent, je vais vous montrer une opération chirurgicale des yeux si impressionnante que je n'ai encore jamais pu la voir avant. On cligne des yeux 17 000 fois par jour. Quand on lit un livre, les yeux bougent près de 170 fois par minute et les muscles permettant de cligner des yeux sont les plus rapides du corps humain. Chaque œil compte 7 muscles et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous le savez depuis que vous regardez notre émission, il existe des chirurgiens spécialisés dans chaque partie du corps. Voici le docteur Jane Ashworth, spécialiste des yeux. Une opération des yeux est différente d'une chirurgie sur une autre partie du corps. Oui, car la structure de l'œil est très petite et délicate. Donc il faut utiliser des instruments très fins, ainsi que des aiguilles et du fil très très fin, et souvent il faut grossir l'image. Josh doit se faire opérer des yeux aujourd'hui. Il a des problèmes de vue depuis la naissance et il a déjà subi plusieurs traitements pour soigner sa vue. Il a porté des pansements oculaires pendant près d'1 an et ça a amélioré sa vue. Au départ, il ne voyait bien qu'à 20% d'un œil et il a porté des lunettes pour corriger ça. Maintenant, il voit bien à environ 80%. Mais les médecins veulent corriger autre chose. Josh souffre de strabisme et ses yeux se rapprochent trop l'un de l'autre lorsqu'il regarde vers le bas. Si vous regardez cette maquette oculaire, vous voyez ici les muscles de l'œil qui permettent de le faire bouger dans différentes directions. Et ce muscle ici, près du nez, fonctionne trop bien. On va donc l'affaiblir en le reculant par rapport à l'œil et en le baissant un peu. Quelqu'un dans ta classe souffre peut-être de strabisme. Ça pourrait être toi. Et la plupart du temps, les lunettes permettent de le corriger. Mais dans le cas de Josh, les lunettes et les autres traitements ne fonctionnent pas. La chirurgie est la seule option possible pour réparer les muscles autour de ses yeux. Même si Josh a les yeux ouverts, il est en fait endormi. Il ne voit et ne sent rien. C'est vraiment intéressant pour moi d'assister à ce genre de chirurgie parce que c'est tellement spécialisé que je n'en ai jamais vu même pendant mes études. Âme sensible, s'abstenir. Jane pose ses premiers points pour pouvoir bouger le globe oculaire dans une position où ce muscle-ci est exposé. Là, je vais ouvrir la peau à la surface de l'œil pour dégager le muscle. La peau à la surface de l'œil peut cicatriser comme n'importe quelle autre peau? Oui, elle cicatrise très rapidement. On fait simplement des points pour placer le muscle à son nouvel emplacement. Le problème de Josh, c'est que le muscle est trop fort, ce qui fait tourner l'œil vers l'intérieur et le bas. Donc Jane a efficacement affaibli le muscle pour y remédier. En seulement 20 minutes, le premier œil est opéré et le docteur Jane passe maintenant à l'autre muscle. J'utilise ces points pour mettre le muscle dans sa nouvelle position. Donc, pouvoir coordonner les yeux ensemble est vraiment très important. Les humains ont 7 muscles qui bougent l'œil et ça veut dire qu'on peut bouger les yeux dans toutes les directions. Jane est maintenant en train de recoudre la peau autour du globe oculaire. Il faut recouvrir le muscle. Et ensuite, c'est fini. Après 40 minutes d'opération, Josh est emmené en salle de réveil.
Je suis carrément bluffé par la rapidité de cette intervention. De retour dans sa chambre, Josh ne peut pas encore ouvrir les yeux. Mais quelques semaines plus tard, il revient voir Jane en consultation. La guérison se passe vraiment très bien. Tu as été très courageux. C'est bien mieux, non? L'un des yeux bouge très bien. Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux qu'avant. Grâce à l'opération, le strabisme de Josh est beaucoup moins prononcé et c'est une bonne nouvelle. Alors comment tu te sens après tout ça? Parce que tu voulais pas ouvrir les yeux juste après l'hôpital, n'est-ce pas? Non. Et tu as ouvert les yeux ce soir-là? Non, je les ai ouverts le lendemain. Josh n'était pas très à l'aise après l'intervention. Mais après cette opération incroyable, il est sur la voie de la guérison. Et lorsqu'il regarde vers le bas, ses muscles ne tirent plus sur ses yeux pour le faire loucher. Quelle est la longueur du système digestif? Est-ce A, la longueur d'une voiture, B, la hauteur d'un immeuble de 3 étages, ou C, la distance de la Terre à la Lune? La bonne réponse est B. Le système digestif mesure la taille d'un immeuble de 3 étages, soit 9 mètres de tuyaux tordus dans tous les sens à l'intérieur du corps. Maintenant, Xand va nous faire découvrir toute autre chose. Je me trouve dans un endroit secret. C'est tellement secret que je n'ai pas le droit de vous en révéler le nom. Mais ici, il y a une collection médicale de bouts de corps humain très spéciale. Et on m'a offert un accès exclusif pour vous montrer quelques façons dont le corps humain peut mal tourner. Ces deux choses-là sont des cœurs humains. Celui-ci est un cœur humain normal. Il a d'abord été ouvert en 2 parties pour qu'on puisse voir à l'intérieur, mais si on le reconstruit, il serait à peu près de la taille d'une grosse pomme. C'est comme pour vous et moi, mais ce cœur-là est bien plus gros. Alors le monsieur à qui appartenait ce cœur avait une maladie rare qui affaiblissait certains tissus de son corps, qui finissaient par s'étirer comme son cœur et ses vaisseaux sanguins. Et c'est pour ça que son cœur est aussi imposant. Imaginez avoir ça à l'intérieur de votre torse. Il fait la taille d'un melon. Vous vous en doutez, le cœur de cet homme devait battre très fort. Boum, boum, boum. Vous pourriez même voir facilement son torse bouger à chaque battement puissant. Vous auriez probablement pu voir le sang circuler dans les vaisseaux qui se trouvent ici. Son cou devait gonfler et même carrément frémir à chaque battement de son cœur. Et à la fin, le cœur de cet homme est devenu si énorme et ses vaisseaux sanguins si faibles qu'il en est décédé. Voici un autre organe présentant un dysfonctionnement. Il s'agit d'un foie humain qui présente une particularité. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ce sont des vers ronds intestinaux, géants pour être précis, et ils vivaient dans le corps de cette personne quand elle est décédée. Alors, la personne à qui appartenait ce foie était malade. Elle avait sûrement le teint jaunâtre pour commencer, parce que son foie était tout bloqué. Et d'ailleurs, il y avait peut-être tellement de vers que c'est tout son ventre qui était bloqué. Et cette personne avait dû perdre du poids, et pour finir, l'infection l'a probablement tué. Mais les os aussi peuvent dysfonctionner. Dans la partie basse de votre jambe, vous avez 2 os. Le tibia qui est ici, celui-ci, et il y en a un plus petit sur le côté, le péroné, celui-ci, juste là. Il est facile à casser, ça arrive à beaucoup de gens, des footballeurs, des skieurs. Vous connaissez sûrement quelqu'un à qui c'est arrivé. Et c'est une fracture très facile à réparer en général. Les docteurs commencent par redresser la jambe, puis ils mettent un plâtre et vous êtes comme neuf en quelques semaines. Mais que se passe-t-il si votre fracture n'est pas plâtrée? Regardez ces os. Cette personne s'est cassé la jambe il y a 200 ans. Et elle n'a pas vu de médecin. C'est une fracture impressionnante. Elle souffrait certainement le martyre, et elle devait boiter énormément. Mais ce qui est incroyable avec ces os, c'est qu'ils avaient recommencé à pousser pour se réparer tout seuls. Donc on peut en déduire que cette personne a probablement vécu plusieurs années après sa blessure. Impressionnant! Aux urgences, les équipes de l'hôpital sont prêtes à accueillir leur prochain cas. Allons le rencontrer. Rio, 6 ans, s'est rendu aux urgences pour un petit problème aux mains. J'ai mal au doigt. Ah oui, on imagine. C'est un peu bizarre. Ça l'est en effet. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce doigt? Rio a plusieurs patients. C'est lui, en train de faire de la boxe thaï. Mais en dehors des activités normales, il a un autre passe-temps. Arracher la peau autour de ses ongles. Il le fait le matin, le soir, même dans la baignoire.
Mais en faisant ça, il permet à des germes de se loger sous la peau, ces petites choses vertes. Ça en fait pas mal, non? Oui, et son doigt a fini par s'infecter et enfler. Aïe! Ça devient tout blanc si je continue à en arracher. Il faudrait songer à arrêter Rio. Faisons appel au professeur Simon Carlet pour venir à son secours. Bien. Suis mon doigt. Ah, il est là. Rio n'a plus qu'à le suivre. Tu peux me montrer? Tu tranches les angles? Non, je les arrache. Tu les arraches? Ah oui. Tu vois cette partie jaune? Ça veut dire que c'est infecté, et c'est ce qui te fait mal. Je pense que ça ira un peu mieux si on arrive à enlever ça. Ça ira? Enlevez tout ça, docteur. C'est un peu excessif. Non, enlevez tout, qu'on n'en parle plus. C'est assez radical, mais il faut retirer ce pus. Mais commençons d'abord par inhaler ça. Du gaz hilarant. Il s'agit d'un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote. Lors de l'inhalation, le gaz endort les récepteurs de la douleur du cerveau afin de réduire la douleur et en même temps, ça donne envie de rire. Je te vois sourire. Alors que Rio semble détendu, le professeur Simon commence à travailler. Si vous êtes un peu sensible, ne regardez pas, parce que le pus va sortir. Ne regardez plus maintenant. Là, c'est parti. C'est percé et tout le pus est parti. Oui, c'est clair. Ça peut paraître un peu dégoûtant, mais si on n'avait pas soigné l'abcès de Rio, ça aurait pu empirer, éclater, et aller même jusqu'à attaquer l'os. En fait, ce qui se passe, c'est que le pus est emprisonné là-dessous. Et comme le pus est parti, le professeur Carlet peut remettre la peau infectée. Tout ce pus qui était sous la peau est sorti. Et il ne nous reste plus qu'à mettre de la crème et un pansement pour que ça guérisse proprement. Rio, ça va mieux? Non, pas encore. Ça va mieux? Non, pas encore. Il a dit pas encore, Reggie. Mais armé d'un assez gros pansement, il peut rentrer chez lui. Et la morale dans tout ça? Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Hé, Rio? Ne vous arrachez pas les petites peaux des doigts. Voilà. Au revoir. Oui, au revoir. Il faut y aller, Rio.